Arc-en-Ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Ce jour, nous sommes heureux d'être en ligne avec Madame Amélie Chili. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel et merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Le débat continue, ce que nous avons entrepris depuis un certain temps au sujet, bien entendu, de cette influence des religions dans les démocraties occidentales, mais aussi dans les pays du Maghreb, qui sont notamment des pays musulmans, mais l'influence grandissante de cette religion, de ces religions, commence à prendre de l'ampleur. Dans un premier temps, il faut bien préciser à notre auditoire que Madame Chili, Amélie Chili, elle est sociologue spécialiste de l'Iran et des islams politiques, chercheuse associée au Cadiz. Bien préciser qu'il y a un grand nombre de livres de Madame Amélie Chili qui sont à la disposition de notre auditoire pour une information crédible, mais aussi des données crédibles. Je vous propose, mesdames et messieurs, Iran, autopsie de chiisme, mais aussi En attendant le paradis. Édition Le Cerf. Madame Chili aussi prépare un dictionnaire des mouvances islamistes. C'est une première dans le domaine. Il est temps que notre auditoire comprend de quoi il s'agit, cet islam politique. Madame Chili, qu'est-ce que c'est l'islam politique chiite, s'il vous plaît? Alors, l'islam politique, il faudrait peut-être même plutôt dire islam idéologique, parce qu'effectivement, assez régulièrement dans les débats se pose la question de savoir si l'islam n'est pas structurellement politique. Donc, effectivement, le terme idéologique pourrait éventuellement mieux convenir. Et c'est donc un islam idéologique qui est lié à une branche, qui est la branche du chiisme. Alors, on va pas refaire toute l'histoire, mais en gros, à l'époque du prophète, il s'agit en fait d'un conflit dans la succession, étant donné que une petite minorité de fidèles aurait entendu le prophète désigner son gendre et neveu Ali comme successeur dans la direction de la communauté, tandis que la grande majorité, ceux qui se révèlent en fait de la tradition, la sommate, eh bien sont sunnites parce qu'en fait ils voient une succession au calife. Donc les sunnites les chiites ont beaucoup de différences d'un point de vue théologique, étant donné qu'en fait la succession du message révélé du prophète se trouve assurée par une succession d'imams qui sont des personnages qui sont très différents de l'imam sunnite, puisque dans le sunnisme, l'imam c'est celui qui dirige la prière. Tandis que dans le chiisme, c'est ceux qui ont la partie ésotérique du message de Dieu à la succession du message exotérique énoncé par le prophète Mohammed. Donc il y a en fait une forme exégétique beaucoup plus prononcée dans le chiisme que dans le sunnisme, mais sautons maintenant tout de suite dans un contexte un petit peu plus contemporain. Le chiisme idéologique et politique, évidemment, il ne s'est pas fait tout d'un coup au XXe siècle, mais c'est bien au XXe siècle qu'on en voit un pendant beaucoup plus visible, notamment avec l'instauration de la République islamique d'Iran en 1979. On va pas repasser par toutes les étapes d'immixtion progressive du religieux dans le pouvoir impérial de l'époque, puisqu'avant 1979, l'Iran était un pouvoir impérial dirigé par un shah. D'ailleurs, la dernière des dynasties, c'est la dynastie Pahlavi qui court de 1925 jusqu'à 1979 et éclate en 1979 une idéologie très particulière qu'on peut, sans rougir, appeler le khomeïnisme, parce que même si l'ayatollah Khomeini, qui a donc instauré la République islamique, ses pendants et ses fondations, a utilisé un terme pour appeler sa base idéologique Velayat-e-Faqih. Ce terme existait avant, mais c'est véritablement avec l'ayatollah Khomeini qu'on voit une application effective en fait de ce Velayat-e-Faqih. Alors expliquons en deux mots en quoi consiste le Velayat-e-Faqih version khoméiniste. Il s'agit donc d'une guidance, d'une tutelle du juriste théologien dans les affaires politiques,
Et ça avait au départ pour vocation, du moins c'est ce que tous les médias occidentaux pensaient, de voir en fait un politique évoluer encadré par le religieux. Dans les faits, ce n'est pas effectivement comme ça que les choses se sont passées. La constitution iranienne de 1979 plus son supplément de 1989, elle l'explique très bien. Le rahbar, c'est-à-dire le guide suprême, est en fait le chef de l'État et il a la main sur absolument tout, en partant des médias jusqu'à ce droit à prendre les devants pour commencer une guerre. Il est aussi le chef des armées et il chapeaute absolument tous les ministères. Pendant un temps, d'ailleurs, on a essayé de faire la division entre chef de l'exécutif et le reste des pendants politiques parce qu'il existait non seulement un président mais un premier ministre. Très vite, on s'est rendu compte que ça faisait doublon. Donc aujourd'hui, la République islamique a pour chef le guide suprême, qui aujourd'hui s'appelle Ali Khamenei, depuis 1989, et il a un président de la République pour gérer l'exécutif intérieur. Voilà en gros. Et en quoi consiste cette idéologie? C'est une aspiration dite théocratique, c'est-à-dire qu'en fait la Constitution, ce qui peut paraître paradoxal, chapeaute la charia, mais en disant que la charia vient finalement remplir toute la tâche du pendant juridictionnel et législatif de la politique. Donc en fait, il s'agit non seulement de lignes de conduite politique intérieure et extérieure, mais aussi le fait de régir la sphère privée, même si bien évidemment dans l'application constitutionnelle, depuis les années 90, on observe que la sphère privée est de façon beaucoup moins systématique contrôlée que dans les premières années de la République islamique. Sa visibilité à l'international, ce schisme politique, date d'après vous quand et où exactement? Alors, au tout départ, il y a un autre élément qui est extrêmement visible. Dès les premières heures de la République islamique, forcément, toute révolution a pour vocation, dans un premier temps, à être exportée. Et le premier élément d'exportation visible, c'est la création du Hezbollah libanais. Donc le Hezbollah libanais, c'est finalement la création d'une entité quasi satellitaire de l'Iran qui répond plus ou moins aux mêmes intérêts que les intérêts à l'époque de la République islamique. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Il y a beaucoup de dépendance du Hezbollah vis-à-vis de l'Iran, mais il faut aussi prendre en considération qu'aujourd'hui, le Hezbollah a aussi des intérêts propres qui diffèrent de ceux de la République islamique. Ensuite, il y a eu des choses beaucoup moins visibles, comme finalement la création de très grandes tendances dans le monde chiite en général, mais aussi d'un certain nombre de relais qui ne sont pas coextensifs au monde chiite, qui peuvent être sunnites, qui peuvent être orthodoxes ou autres, et qui en fait sont là pour finalement défendre idéologiquement et géopolitiquement la République islamique. Cela a eu évidemment des conséquences sur absolument toutes les populations chiites dans le monde de façon extrêmement différente. Il peut s'agir d'une simple sympathie et ça peut aller finalement jusqu'à la volonté d'aller mourir pour la République islamique. Je pense que le dernier phénomène en date qui est tout à fait considérable et qui illustre bien ce propos, c'est les chiites d'Afghanistan ou du Pakistan qui, de façon assez massive, se sont enrôlés auprès de la République islamique dans le cadre du conflit syrien. Donc, il y a aussi cette notion du djihad chiite. Tout à fait. Et en Europe, mis à part la France, là où il y avait Ayatollah Khomeini, on constate, et tout le monde l'a constaté d'une manière assez importante, une présence accrue en Belgique, en Italie, et même au nord de l'Afrique, et notamment le cas du Maroc. Avez-vous des informations là-dessus, s'il vous plaît? Alors, assez peu et diffuse évidemment, mais si on prend par exemple un baromètre assez intéressant qui est celui en fait du degré de pénétration des gardiens de la révolution, qui est l'armée idéologique de l'Iran, dans les médias formels et informels partout dans le monde, on observe par exemple qu'il y a un certain nombre de chaînes dans différentes langues. Alors ça peut être Fars News, Press TV, bon ça c'est pour l'Iran. On a Sahar pour vraiment le Maghreb, on a Al-Alam pour le monde
arabes du Golfe. Bref, il y a un certain nombre de chaînes qui sont là pour officiellement diffuser de l'information objective, officieusement, plutôt pour donner une tendance pro-iranienne, voire pro-gardien de la révolution, ce qui n'est pas toujours la même chose, de par le monde. Et effectivement, on observe que les communautés chiites, notamment au Maroc, sont plutôt férus de ce type de médias-là, et bien évidemment toutes ces populations qui se retrouvent dispersées de façon diasporique, on parle de la Belgique, vous l'avez très bien dit, eh bien viennent finalement devenir de véritables relais qui permettent un contrepoids à un certain nombre d'autres positions opposées finalement à ce qu'on peut voir émerger dans le cadre des discours étatiques. Si on prend par exemple le conflit syrien, effectivement, on voit qu'il y a des populations qui très massivement ont répondu aux sirènes finalement du djihad sunnite, mais à côté de ça, on a aussi des populations au Maroc, en Belgique ou autres qui sont pro-Bachar du fait d'avoir suivi finalement des discours pro-gardiens de la révolution tout bonnement. Ces relais de quoi vous parlez, donc, ils n'ont aucune relation directe avec l'Iran, si j'ai bien compris, et vivent encore davantage les difficultés que l'Iran vit ces dernières années. Alors, direct ou indirect, tout dépend. Si vous prenez par exemple, il y a une stratégie des gardiens de la révolution aussi, qui est d'entrer dans une mode particulièrement efficace, qui est de recourir à des influenceurs. Vous pouvez prendre la figure de Kémy Séba, qui est tout à fait intéressante. Kémy Séba, qui est un franco-béninois, qui est une sorte de suprématiste noir africaniste, qui est sunnite et qui assez régulièrement est appelé, invité à Rome pour suivre des séminaires, et qui finalement sur ces chaînes qui sont extrêmement suivies sur les réseaux sociaux tient des discours qui sont tout à fait pro-Iran, en expliquant que l'Iran est le premier pays du Moyen-Orient à s'être doté, par exemple, d'une journaliste noire, ce qui viendrait prouver que l'Iran n'est pas un État raciste, contrairement à d'autres États de la région, et ainsi de suite. Donc, il peut y avoir des points de relais directs, parce que cette personne est directement, finalement, sous l'influence dans le cadre d'un devoir de diffusion du message de la République islamique. Mais après, comme vous l'avez très bien dit, il y a aussi une sorte de relais indirect du fait de positionnements qui sont liés finalement à une création de tendances. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux très grands pouvoirs en ce bas monde, bon, je dirais même trois, mais on va rester concentré sur deux. C'est celui de lever des armées, d'être en capacité de lever des armées, et l'Iran a su montrer cette force-là, notamment dans le cadre du dernier conflit syrien, alors même que le pays était sous sanctions. Il a tout à fait été en mesure de lever un certain nombre d'armées et de réinvestir le rôle de puissance régionale. Et deuxièmement, c'est l'aptitude à créer des tendances. Cette aptitude à créer des tendances, c'est notamment une aptitude à s'immiscer à la fois dans les médias formels, informels et alternatifs. Et ça, les gardiens de la révolution iranienne savent très bien le faire. Ce que vous êtes en train de me dire, sincèrement, je le prends plus qu'au premier degré, parce que, quelque part, on peut sous-entendre qu'il y a des agents dormants qui, éventuellement, sont capables de prendre des armes et d'agir au nom de cette tendance, qui est quand même assez importante, et ce qui est inquiétant par rapport au pays où ils se trouvent. Les agents dormants vis-à-vis de l'Iran, je pense pas qu'ils puissent représenter un danger pour les pays européens. Par exemple, il me semble que on a beaucoup plus à redouter de la radicalisation, de l'embrigadement, de l'endoctrinement sunnite, qui appelle beaucoup plus, de façon beaucoup plus ouverte au fait de perpétrer des attentats sur les territoires, donc de provoquer des attentats endogène, en fait, que le groupe chiite. Et puis d'ailleurs, nous l'avons bien observé, dans la vague de départ européenne, notamment dans le cadre du conflit syrien, l'écrasante majorité consistait en des départs pour venir à l'aide de groupes soit rebelles djihadistes, soit daeshi. Et puis, il y a eu un certain nombre de personnes, souvent généralement des anarchistes ou des communistes, qui sont plutôt allés rejoindre le clan du YPG, c'est-à-dire des Kurdes qui luttaient contre les trois autres belligérants, à savoir l'armée de Bachar al-Assad, Daesh et cette fameuse nébuleuse qu'on appelle les rebelles plus ou moins modérés. Maintenant, effectivement, assez peu de personnes, du moins en Europe, se sont investies du rôle d'aller rejoindre l'armée de Bachar al-Assad. Donc, c'est quand même quelque chose
qu'il faut un petit peu reconsidérer en termes de proportion. On est bien loin de cela. Maintenant, effectivement, c'est bien plutôt au Moyen-Orient que cette investissement du rôle du guerrier qui va rejoindre l'armée de Bachar est à prendre en considération. Ça a été le cas pour le Liban, ça a été le cas pour l'Afghanistan, pour le Pakistan, pour l'Irak, ainsi de suite. Et avec cette grande différence qu'il faut absolument noter, c'est-à-dire que pour ce qui concerne le djihadisme sunnite, on part du principe qu'il faut absolument se convertir au sunnisme et notamment à la lecture du groupe qu'on va rejoindre, tandis que dans le chiisme, on table beaucoup sur un martyr protecteur des abrahamismes. Et vous pouviez, par exemple, j'aime bien cet exemple, même si il est un petit peu marginal, mais la brigade Babylone était une brigade de chrétiens qui, au nom de la République islamique, allaient mourir pour venir justement défendre la République islamique et tomber au nom de Jésus. Pendant la guerre Iran-Irak, et ça c'est déjà quelque chose qui nous prouve que cette démarche est héritée de plus longue date que le conflit syrien, vous aviez des militaires juifs, arméniens, et tous les ans, vous avez le guide qui va rendre visite aux familles des martyrs chrétiens, arméniens d'Iran ou juifs d'Iran. Donc, on n'est pas dans cette perspective de vouloir absolument convertir, et ce pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait, le chiisme entend rester minoritaire identitairement. Ça fait partie de l'identité, tout simplement. Et par ailleurs, les Iraniens, et c'est peut-être un tour de force ici, partent du principe qu'il est beaucoup plus crédible d'être défendu par quelqu'un qui ne partage pas sa religion que d'être défendu par un coreligionnaire. C'est pour cette raison, par exemple, qu'ils préfèrent de très très loin voir des rabbins antisionistes défiler en portant le drapeau d'Ahmadinejad plutôt que des chiites le faire, ce qui effectivement serait bien peu efficace. C'est une stratégie de communication, quoique. Donc, exactement. Donc, moi aussi, je parlais de cette affaire parce que simplement, comme vous l'avez bien dit, au départ, au Maroc, et notamment le cas du Maroc, parce que je suis d'origine marocaine, donc ça m'intéresse un petit peu ce qui se passe dans mon pays d'origine, il y a une présence accrue de ce chiisme et voire aussi un certain nombre de conversions. Il y a beaucoup de monde qui se convertit au chiisme. Selon vous, selon votre expérience, dans un pays considéré sunnite, mais aussi il y a un Amir al-Mu'minin, un commandeur de croyants sur place, et on voit comme quoi il y a une présence de la tendance, je vais l'appeler tendance, et cette tendance, est-ce qu'il représente, selon vous, selon votre expérience, un réel danger sur la stabilité de la monarchie au Maroc, vu que son ampleur prend vraiment de la grandeur, même à travers un certain nombre d'institutions? Alors, je ne connais pas assez le sujet. Par contre, ce qui peut être intéressant d'observer, c'est qu'il y a une indépendance progressive des relais de diffusion du message de la République islamique par rapport à l'intention de la République islamique elle-même. En effet, la République islamique, notamment à travers les gardiens de la Révolution, entend diffuser un discours qui lui est évidemment favorable. Mais encore une fois, pas dans cette perspective de conversion et encore moins de conversion en masse. Simplement, une fois que les relais sont lancés, on observe qu'en fonction des intérêts locaux, dans tous les lieux où justement ce discours a vocation à être diffusé, on voit que certaines prennent la liberté d'engager plus ou moins une aptitude à la conversion plus ou moins de masse, parce qu'on peut quand même pas parler de conversion de masse au chiisme, même si effectivement c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Mais là encore, il s'agit bien plutôt d'une prise d'indépendance du fait d'une installation sur un plus ou moins long terme du relais de diffusion du message de propagande dans certains pays. C'est-à-dire qu'on n'observe pas cette même appétence pour la conversion chiite dans d'autres coins où il y a aussi des relais de diffusion du message des gardiens de la Révolution. Comme vous le savez, l'argent est le nerf de tout, pas que de la guerre. Et ces gens-là, donc, ces mouvements, ces mouvances chiites, surtout avec cette dimension politique, ont besoin d'argent, bien sûr, pour vivre quelque part. L'Iran a des difficultés. L'Iran est sous blocus. Comment ces gens-là peuvent se faire financer, selon vous?
Alors, prenons juste un exemple. En France, assez récemment, on a entendu parler du centre Zahra, qui est un centre chiite qui développait un discours tout à fait incompatible avec les valeurs de la République française, qui a été, je ne sais plus si c'est effectivement fermé ou du moins vraiment mis en difficulté dans ses activités. Ce centre a été ouvert ou du moins a trouvé une certaine vivacité sous Ahmadinejad, donc l'ancien président de la République islamique d'Iran avant Hassan Rouhani. C'est intéressant parce que Ahmadinejad faisait partie des gardiens de la révolution. C'est assez rare parce qu'en règle générale, structurellement, le régime est bien plutôt fait pour qu'il y ait finalement deux classes. Une classe qui serait plus ou moins exemptés des gardiens de la Révolution et les gardiens de la Révolution de l'autre côté, même si on sait que les frontières sont très poreuses, il suffit de regarder le Parlement pour s'en rendre compte. Soit Ahmadinejad, donc on ouvre ce centre, et beaucoup d'autres d'ailleurs dans d'autres coins, et en fait, on a le sentiment que pour tout ce qui relève de la propagande extérieure et de la continuité idéologique à l'extérieur des frontières de la République islamique, c'est bien plutôt sur les gardiens de la révolution qu'il faut se focaliser. Alors effectivement, l'Iran est sous sanction. L'Iran suffoque économiquement, mais ce qui vient hériter d'autant plus la population consiste justement en ce que sous cette suffocation, des membres des gardiens de la révolution parviennent tout à fait à continuer à s'enrichir. Donc ça veut bien dire qu'ils tiennent aussi l'économie du pays. Les gardiens de la révolution sont partout. Ils sont dans la chirurgie oculaire, dans les produits pharmaceutiques, dans la propriété foncière, dans la construction automobile, ils remportent les appels d'offres pour les constructions d'aéroports et ainsi de suite. Ils sont non seulement une force armée du pays. Rappelons que l'Iran est certainement le seul pays au monde à avoir deux armées qui sont aussi bien équipées l'une que l'autre et qui ont plus ou moins, répétons plus ou moins, les mêmes capacités et champs d'action l'une que l'autre. L'une c'est l'armée régulière, ce qu'on appelle l'Artesh, et l'autre c'est donc les gardiens de la révolution, qui est une armée idéologique, donc qui est là pour être le surmoi de la République islamique, pour conserver la pérennité de la République islamique. On l'appelle le Sepa et Pasdaran, c'est les gardiens de la révolution. Et ils tiennent l'économie du pays, et c'est certainement du fait de cette aptitude à générer de l'argent même sous sanction qui fait qu'ils sont tout à fait en mesure de créer ces relais médiatiques. Et non seulement de créer des relais médiatiques formels, mais aussi informels, c'est-à-dire d'aller créer en fait des moyens de diffusion qui cachent leur nom, qui ne disent pas qu'ils sont finalement des chaînes d'information, qu'elles soient clivées ou non clivées. Bien entendu, l'Iran a souffert sur le plan économique suite aux sanctions. Sur l'aspect géopolitique de l'affaire, l'Iran a eu des sanctions parce qu'elle représentait à l'époque une menace réelle d'après tous les constats qui ont été faits à l'époque sur le Moyen-Orient et notamment sur l'État d'Israël. Et derrière, il y avait un accord qui a été signé avec, bien sûr, des États-Unis et d'Israël, avec l'Iran et bien sûr avec l'engagement de l'ensemble des pays du monde. Sauf que cet accord a été rompu d'une manière brutale par l'arrivée de M. Trump en se basant sur des constats, sur un certain nombre d'éléments, selon lui, venant du Mossad israélien. C'est quoi, en toute sincérité, c'est quoi ce changement d'attitude et quelles conséquences aura-t-il dans l'avenir? Alors, on va rappeler un petit peu l'historique de ces accords. Effectivement, dans les années 2000, se profile en fait l'émergence d'un plan de nucléarisation militaire clandestin en Iran. Pour essayer de mettre un terme à ce danger grandissant, un certain nombre de représentants ou de chefs d'État décident de rentrer dans un processus
pour aboutir à des accords. Les États-Unis, certes, mais d'autres pays. Et la France aura été certainement l'interlocuteur le plus dur dans le cadre des clauses qui est extrêmement sévère. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, la France a finalement beaucoup à perdre, parce qu'en fait, elle perdrait aussi la face à avoir été la personne qui a motivé la plus grande sévérité dans le cadre des accords, à finalement ne pas être en mesure d'assurer sa contrepartie dans le cadre de ces mêmes accords où elle se trouve toujours, rappelons-le. Donc les accords n'encadrent que le nucléaire. Il s'agit d'encadrer donc ce programme du nucléaire de sorte à en faire un programme exclusivement civil qui ne représente pas de danger militaire. Quand Donald Trump arrive, il explique que c'est un mauvais accord. Il explique que c'est un mauvais accord en invoquant des raisons qui diffèrent pourtant de celles que pourrait invoquer le président de la République française. Parce que finalement, le président Trump et le président Macron s'accordent sur pas mal de points, mais ils ne s'accordent pas sur la façon de procéder pour les régler. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, effectivement, les accords n'encadrent que le nucléaire. Ils n'encadrent pas les questions liées au développement de programmes de missiles balistiques ou à la politique régionale de l'Iran, ce qui irrite particulièrement ces deux puissances. Pour ce qui concerne Emmanuel Macron, il était tout à fait pour rester dans le cadre des accords concernant le nucléaire, mais éventuellement, c'est ce qu'on peut lire entre les lignes quand on regarde un petit peu l'histoire de l'évolution relationnelle dans le cadre des accords, créer d'autres accords pour venir encadrer ces deux autres points qui seraient dérangeants. Bon. Tandis que Donald Trump explique que c'est un mauvais accord d'abord parce qu'il a une durée déterminée, ce qui est un faux problème parce que les Iraniens sont extrêmement long-termistes et dès la signature des accords, ils avaient commencé, du moins la classe politique avait commencé à se projeter sur l'après-accord, mais en restant dans quelque chose de tout à fait audible d'un point de vue international. Et la deuxième chose, a expliqué qu'en fait, l'AIEA, qui est l'agence qui est censée donc encadrer la question du nucléaire sur place, avec une mission dans les affaires iraniennes, parce qu'elles ont un droit de regard sur ce qui se passe dans les centrales, eh bien, Donald Trump partait du principe que ce n'était pas une agence fiable. Donc, pourquoi remettre la fiabilité alors que c'est une agence internationale? Ça, c'est un autre problème. Et là, effectivement, intervient la question des recherches des services israéliens et ainsi de suite. Les accords sont donc déchirés. Les accords étant déchirés, cela vient poser un véritable problème. Pourquoi? Eh bien, il faut déjà rappeler que la première personne de la classe politique iranienne à s'être exprimée, c'était le ministre du pétrole. En fait, les Iraniens, contre toute attente, la communauté internationale pouvait s'attendre à ce qu'ils se retirent eux aussi des accords et qu'ils repartent sur une nucléarisation militaire, ont expliqué, si tous les autres signataires restent et qu'on nous permet de continuer de commercer pour notre pétrole, nous restons. Et d'ailleurs, dans cette première phase, on a, contre toute attente, aussi observé un Iran qui faisait tout pour venir grossir, en fait, le budget lié à son tourisme. Donc, ils étaient vraiment dans la perspective de rester non seulement dans les accords, mais de devenir tout à fait fiables aux yeux de la communauté internationale. Sauf qu'il y a eu d'autres coups qui ont été portés à l'Iran par les États-Unis, notamment dans la commercialisation de son pétrole et aussi en mettant sur la liste des groupes terroristes les gardiens de la révolution. Ce qui est une première, c'est quand même le fait de mettre une armée d'État sur la liste des organisations terroristes. Tout cela, effectivement, ne permettait plus à l'Iran de s'en sortir économiquement. Alors, on va expliquer un petit peu après, si vous souhaitez, comment l'Iran s'en sort encore un tout petit peu, mais l'autre problème aura été que l'extraterritorialisation des sanctions américaines, finalement, vient briser les reins des économies des signataires qui auraient voulu assurer leur contrepartie. C'est-à-dire que les Européens ne parviennent pas. Ils montrent un certain nombre de volontés, la volonté de poser un système SWIFT pour pouvoir commercer. Il n'a jamais été activé pour l'instant. Une volonté de faire se rencontrer Jean-Yves Le Drian et Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranienne, mais pour les Iraniens, il ne s'agit que de velléité parce qu'il n'y a pas d'action effective qui soit lancée. Et d'ailleurs, cette même position est partagée par le ministre des Affaires étrangères russe, qui lui aussi se voit assez régulièrement met son pays sous sanction. Bref, donc on en est là. Comment s'en sort l'Iran ?
Eh bien, c'est très compliqué. L'Iran continue de développer sa recherche. N'oublions pas que l'Iran est le premier producteur d'ingénieurs au Moyen-Orient, donc il y a quand même beaucoup de recherches qui sont faites, et surtout, eh bien, les applications Internet, ce qui pourrait venir expliquer la répression si violente que nous avons pu observer lors des dernières manifestations. Pour exemple, on peut s'amuser à comparer, entre guillemets, les manifestations de décembre 2017 et de janvier 2018 avec celles qu'on a observées cette année assez récemment, avec justement le fait de retirer les aides concernant le pétrole, d'ailleurs aides qui ont tout de suite été retransposées au bout de 3 jours. Les deux vagues de manifestations étaient des manifestations qui se sont vite transformées ou qui sont parties pour la deuxième de revendications économiques. Sauf que la première, celle de 2017-2018, n'a pas été aussi durement réprimée. Pourquoi? Eh bien parce que quand il y a de la répression de vagues de protestation, le régime coupe l'Internet. Or, avec la suffocation économique liée à la transposition incessante des sanctions, l'Iran fait finalement tourner la quasi-intégralité de son économie sur Internet. Tous les jours, vous avez des applications nouvelles qui apparaissent. Vous avez un Uber local, vous avez un Amazon local, et si on coupe trop longtemps Internet, eh bien, on s'enfonce plus encore dans une situation très inconfortable économiquement. Il a donc fallu frapper fort. Donc ça, c'était juste un exemple pour expliquer ce qui peut être un effet extrêmement pervers justement de ce maintien des sanctions, en rappelant toujours bien évidemment que ce qui vient irriter la population, c'est qu'une frange marginale de la population parvient malgré tout à s'enrichir. Donc justement, mais il y a quelque chose qui sincèrement qui m'intrigue dans cette affaire, et si on prend un petit peu l'historique, et comme ça vous allez me dire si c'est possible, votre opinion là-dessus. Dès l'arrivée de M. Trump, dès son arrivée, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées sous forme de tweets, donc c'est la première fois que le monde découvre ce nouveau mode de communication, et il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, à travers le monde qui ne sont pas conformes ni au droit international, ni, bien entendu, aux normes et coutumes que le monde a connues jusqu'à ce jour. Et tout le monde a payé le prix. On va prendre des exemples concrets, on va pas prendre tout parce que ça fait beaucoup. Commençons avec l'Europe. L'Europe, elle est soumise aux États-Unis d'une manière directe, et on le constate à travers, bien sûr, les sanctions économiques, comme vous venez de le citer, par rapport à toute entreprise qui entreprend des actions en Iran, suite à cette sanction des États-Unis envers l'Iran. Donc tout le monde a payé le prix fort, des sociétés françaises, des sociétés aussi européennes qui ont commencé à investir sur la base de l'ancien accord. 2, il y a aussi les décisions qui ont été prises au Moyen-Orient et notamment sur Jérusalem, et bien entendu tout ce qu'il dit M. Trump par rapport à l'OTAN et les sorties médiatiques sur ce sujet. Et aussi, bien sûr, on parle de cette présence importante des États-Unis dans le sphère monarchique, notamment émirati et saoudien. Toutes ces démarches, si on les prend et on les pose dans une balance, et on regarde le résultat, c'est que nous sommes maintenant en train de vivre la transaction ou le deal du siècle. Est-ce que toutes ces démarches, en toute sincérité, rentrent dans un cadre qui est prémédité depuis le départ pour préparer ce deal du siècle, cette transaction du siècle pour le Moyen-Orient, en affaiblissant l'Europe? Donc l'Europe, elle est affaiblie, donc elle ne peut rien faire. En marginalisant l'Iran qui représente, et comme maintenant il le dit d'une manière assez importante, contre ce deal du siècle qui représente un danger par rapport à ça, et en même temps les pays voisins de l'Israël et de la Palestine, ces pays, de les affaiblir davantage à travers des cotordus comme celle de MBS concernant le journaliste Jamal Khashoggi. Exactement. Il y a les Émirats arabes unis qui devient, selon un grand nombre de personnes, un pays qui travaille aux ordres des États-Unis, bien sûr, et d'autres pays dans la région, ce qui est tout à fait impressionnant comme démarche pour mettre en avant ce deal du siècle. Selon vous, est-ce que ça vaut la peine d'en arriver
à ce deal de siècle qui est, rejeté par la population qui sont concernés, et deux, qui est aussi rejeté par une grande majorité de l'opinion occidentale, mais aussi musulmane. Alors, il y a beaucoup de questions finalement dans votre question. Alors, effectivement, avec l'arrivée de Trump, on a rompu avec l'équilibre qu'essayait de mettre en place le président Obama. C'est-à-dire que Obama avait essayé finalement de jouer l'équilibre entre les deux puissances régionales concurrentes sur place, à savoir l'Arabie Saoudite et l'Iran, notamment en mettant en place cet accord sur le nucléaire. Quand Donald Trump arrive, déjà, il y a quelque chose de tout à fait significatif, c'est que traditionnellement, un président américain, son premier déplacement à l'étranger, c'est soit le Mexique, soit le Canada. Et là, le premier voyage que fait Donald Trump, c'est l'Arabie Saoudite, un jour tout à fait significatif où d'ailleurs un accord d'armement, de vente d'armes est fait. Donc c'est un signal fort qui est envoyé à l'Iran. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que parmi les promesses de campagne du président Trump, il y avait le fait de déplacer l'ambassade à Jérusalem. C'était quelque chose qui était fait pour finalement contenter un électorat évangéliste de façon extrêmement visible. Et toutes les mesures d'ailleurs prises par Donald Trump qui vont finalement dans le sens des discours néoconservateurs, c'est quelque chose qui va finalement dans le sens d'une très large partie de son électorat, étant donné que Donald Trump n'est pas absolument de bout en bout un néoconservateur. Donc ce sont des démarches tout à fait politiques. Et la question justement de la structure, du système, du fonctionnement électoral aux États-Unis est très bien prise en considération par l'Iran. Et je pense que les derniers événements auxquels nous avons assisté sont tout à fait révélateurs de cela. Pourquoi Qasem Soleimani a-t-il été l'objet d'un assassinat ciblé? C'est parce que finalement Donald Trump ne voulait pas devenir un Carter numéro 2. N'oublions pas que Carter n'a pas pu continuer d'être président de la République du fait de ce mythe fondateur pour la République islamique d'Iran qu'est la prise de l'ambassade qui a duré 1 an. Et que s'est-il passé avant l'assassinat ciblé de Qasem Soleimani? Eh bien, il se trouve que des milices chiites pro-Iran sont entrées en armes, ce qui peut être considéré comme une déclaration de guerre par ailleurs, dans l'ambassade américaine à Bagdad. Donc, les Iraniens savent très bien qu'ils peuvent aussi jouer sur cette bonne compréhension du système électoral américain. Maintenant, pour revenir à la question, effectivement, Donald Trump, c'est un homme d'affaires et il ne faut pas l'oublier. Et peut-être que ce multilatéralisme, qui est l'essence même de ces accords, pouvait être dérangeant pour un homme qui, assez régulièrement, a des positions très contradictoires à l'égard de l'Iran. Comment est-ce que médiatiquement, on peut considérer qu'un jour, ils promettent la guerre à l'Iran suite à des manœuvres malveillantes opérées dans le détroit d'Ormuz et que 2 jours après, ils disent qu'ils veuillent avoir un appel téléphonique direct avec la classe politique iranienne en ouvrant une ligne téléphonique à l'ambassade suisse. Donc c'est un petit peu paradoxal. Donc en règle générale, et il me semble que c'est la position de tous les grands experts iraniens, il s'agit peut-être aussi tout simplement de passer outre les intermédiaires qu'impliqueraient ces accords pour avoir finalement un lien direct, économiquement parlant, avec l'Iran. Assez régulièrement, c'est l'hypothèse qui viendrait à l'esprit. Donc, éventuellement, cette volonté de se passer des intermédiaires pour pouvoir finalement ramener absolument tout voire aux États-Unis. Voire éliminer ces intermédiaires. Tout à fait, voire éliminer. N'oublions pas que la guerre économique la plus féroce que mène Donald Trump depuis son arrivée, c'est à l'égard de la Chine. Donc, qui fait partie justement de ce processus. Sur le plan politique, ce deal de siècle, est-ce que tout ce que je viens de citer ne rentre pas dans une logique d'une stratégie, donc quelque part, M. Trump avait auparavant pour la mettre en œuvre et pour arriver à l'imposer au monde, comme il est en train de se faire actuellement, notamment avec tous ces étapes, comme on le dit, parce que le fait d'affaiblir l'Europe, donc l'Europe, il faut pas l'oublier, il fait partie du Conseil de sécurité, affaiblir l'Iran, affaiblir les pays voisins d'Israël et notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats, et bien sûr sortir de la guerre en Syrie, comme on le constate d'une manière un petit peu timide quelque part. Est-ce que tout ça rentre dans une logique qui a été préméditée dès le départ, vu cette relation, comme vous l'avez bien dit, que tout le monde le dit, cette influence
des évangélistes dans la politique américaine? Oui, il me semble que c'est effectivement tout ce qui va dans ce sens, hein, qu'on vient de développer, vous comme moi. Ici, effectivement, quand on observe un petit peu les choses, qu'est-ce qui a hérité Donald Trump dans le cadre de ces accords, outre le fait qu'il soit finalement l'enfant de son prédécesseur, c'est le fait que déjà il y perd de l'argent si effectivement contrat économique il devait y avoir, mais aussi parce qu'il y a une politique iranienne d'influence au Moyen-Orient qui est tout à fait dérangeante à l'égard de l'administration américaine. Et effectivement, encore une fois, ce fameux électorat évangéliste qu'il faut satisfaire en venant mêler finalement enrichissement économique d'une part pour répondre aux intérêts nationaux américains, mais aussi intérêts plus ou moins théologiques d'autre part. N'oublions pas que les États-Unis, ce n'est pas l'Europe, et que la religion est un structurant mental beaucoup plus prégnant dans les affaires qu'il ne peut l'être dans les affaires européennes. Donc effectivement, il y a aussi tout cet électorat à satisfaire, et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'assez régulièrement il faut réexpliquer à ceux qui sont plutôt pour une lecture pro-israélienne de cette manœuvre-là, qu'en fait ce n'est pas par amour finalement pour Israël ou pour la population juive que de telles mesures sont prises, mais bien plutôt parce que pour satisfaire les aspirations évangélistes, il faut que finalement l'ambassade américaine soit à Jérusalem. Ce n'est pas par un philosémitisme exacerbé que les choses se mettent en place. Une toute petite dernière question, si vous le permettez, concernant cette relation des Iraniens avec les pays du Golfe. Nous constatons comme quoi il y a un réel souci entre ces pays. Trump a demandé aux Saoudiens de payer leur protection. Les Émirats arabes unis, ils ont baissé vis-à-vis des Iraniens. Est-ce que les Iraniens constituent toujours un réel danger dans la stabilité du Moyen-Orient? Alors, en fait, toutes les revendications de rayonnement et d'influence nationale représentent un danger. Tout État a pour vocation à rayonner internationalement et régionalement. L'Iran comme l'Arabie Saoudite et comme la Turquie d'ailleurs. Donc, ce que l'Iran, en fait, on va pas rappeler la haine structurelle qui peut exister entre les deux pays du fait de structurants mentaux religieux qui excluent du giron de l'islam les chiites côté wahhabi, par exemple. Ça, on va pas le rappeler, ça c'est une évidence. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que l'Iran aime s'investir comme une puissance qui n'a pas de compte à rendre. Or, les Saoudiens ont des comptes à rendre, étant donné qu'en fait, ils ont la protection des États-Unis. Pour eux, c'est quelque chose de vital. Tandis que l'Iran n'a pas besoin d'avoir la protection de qui que ce soit, et à la limite, c'est bien le contraire. L'Iran veut investir le rôle du grand protecteur chiite dans la région, et même allons plus loin, du grand protecteur des abrahamismes dans la région, pour les raisons qu'on a déjà développées lors de la première question. Donc, c'est surtout ici, effectivement, il y a toujours un danger quand il y a des appétences au rayonnement international. Et si on veut rentrer plus encore dans les détails, il va falloir, et aujourd'hui plus que jamais, faire la distinction quand on regarde l'Iran entre la classe politique et les gardiens de la révolution. Les deux sont censés être liés, et ils le sont constitutionnellement parce que ces deux faces d'une même pièce, justement, sont deux faces d'une même pièce. Ils sont tous deux régis par le même guide suprême. Sauf que on l'observe de plus en plus. On a une classe politique, notamment avec Hassan Rouhani ou Zarif, le ministre des Affaires étrangères, qui entendent parler à un dialogue sur la scène internationale qui soit audible. Et un dernier élément très récent nous permet encore de nous conforter dans cette conviction-là, c'est que quand il y a eu donc l'assassinat ciblé de Qasem Soleimani, pour pouvoir répondre à cette attaque, pour pouvoir répondre de façon proportionnée et proportionnelle, il y a une clause de la Charte des Nations Unies qui a été invoquée de sorte que la réponse soit légale d'un point de vue international. Par contre, les manœuvres malveillantes opérées par les gardiens de la Révolution échappent assez régulièrement aux volontés de la classe politique. Alors, n'allons pas dire que ce sont finalement des entités tout à fait concurrentes. Elles sont concurrentes parfois, mais parfois elles s'entendent pour que les uns
rompent finalement avec la législation internationale au profit des autres. Effectivement, Madame Chili, on a parlé, on entendait dans les monarchies que de l'Arabie Saoudite et bien entendu les Émirats Arabes Unis. Sauf que il y a aussi d'autres Émirats qui sont en relation directe et qui sont en conflit. Hein. Donc le cas du Qatar. Comment vous voyez la chose? Effectivement, c'est un cas tout à fait particulier. Rappelons que le Qatar a été mis au ban par l'Arabie Saoudite il y a quelques années et que cette mise au ban a été finalement justifiée officiellement par une aide au terrorisme. Effectivement, le Qatar ne devait pas être sans reste, mais il me paraît un petit peu risible pour l'Arabie Saoudite de finalement viser le Qatar alors que elle-même a aussi eu à faire un certain nombre de montages financiers qui directement ou indirectement venaient aider des groupes du même ordre. Alors le Qatar ayant été mis au ban, on sait que le Qatar est un pays qui a une très petite autonomie, c'est-à-dire qu'elle a vraiment besoin d'importer des denrées pour pouvoir subvenir aux besoins de sa population. Ça aurait pu être tout à fait catastrophique, mais l'Iran finalement est devenu l'entité qui allait aider le Qatar à s'en sortir dans les premiers temps. Alors on peut éventuellement se poser la question des réelles motivations de l'Arabie Saoudite pour la mise au ban du Qatar. Alors on peut d'abord expliquer qu'il y a des relations cordiales diplomatiques entre les deux pays. Quand il y a par exemple un membre de la classe politique iranienne qui remporte des élections, eh bien le Qatar n'est pas en reste quand il s'agit de venir féliciter ce résultat d'élection. Et clairement, c'est pour une raison qui est tout à fait centrale, c'est que le Qatar et l'Iran partagent en fait un gisement gazier extrêmement important et donc les relations cordiales d'un point de vue diplomatique sont absolument vitales et nécessaires. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, certainement l'Arabie Saoudite devait être tout à fait irritée par le média Al Jazeera, qui est un média qui est extrêmement hétéroclite et qui reçoit un certain nombre d'invités d'horizons extrêmement différents et parfois même d'horizons de personnes qui ont été tout simplement expulsés de leur pays et donc aux grandes dames de l'Arabie Saoudite. Donc il y a un certain nombre de raisons et il y a les musulmans, pas que dans le clan saoudien, les Émiratis sont le pays qui sont les plus hystériquement anti-frères musulmans. Donc ça venait poser un problème étant donné qu'on connaît le rapport des Qataris aux frères musulmans. Donc pour toutes ces raisons-là, on se rend compte que quand on considère le rapport de l'Iran aux pays du Golfe, on ne peut pas non plus s'amuser à mettre tous les pays du Golfe dans le même panier. Et à ce titre, l'exemple qatari me paraît tout à fait intéressant. C'est pourquoi, dans cette émission, nous avons pris la décision de développer cette influence des religions dans ces pays, Moyen-Orient, voire même dans le monde. On a parlé aujourd'hui du chiisme politique. Pourquoi pas demain, bientôt, donc on parlera de cette mouvance des frères musulmans, bien sûr, des wahhabis, c'est cette Rabita al-Islamia, donc que tout le monde le sait, ce conseil constitué par les Émiratis, le conseil minorité musulmane dans le monde, à sa tête M. Nouaimi, et de voir quelle influence auront-ils ces gens-là du moment qu'ils ont perdu toute crédibilité vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de la population, je parle. Parce que le souci, il est là. Donc, on dirait que ces gens-là vivent dans une coquille, à eux, avec des moyens énormes et avec une communication parfois maladroite. Et le fait, personne, ça arrange ni les musulmans, ni les pays d'accueil de ces musulmans ici, notamment en France, en Europe. On a bien vu l'influence grandissant aussi de Rabita al-Islamia, cette tentative assez importante du Conseil des minorités, l'influence aussi des frères musulmans au sein du territoire français. Nous vivons sincèrement une période très troublante et j'espère bien que cette phase qui est un peu pas tout à fait claire, parce que ça pose un réel problème par rapport à la stabilité du pays, et nous vivons en France une période très difficile, notamment le cas de ces attentats, le cas maintenant de cette instabilité sociale aussi qui est de taille. Il y a un réel problème par rapport à l'intégration de l'islam en tant qu'islam dans la République, et c'est le cas qui a été développé, bien entendu, par M. Jean-Pierre Sacon, je ne sais pas si vous le connaissez, madame, le président du comité laïcité et république. L'idée, c'est de sauver la
République et la laïcité. Madame Amélie Chili, sociologue, spécialiste de l'Iran et des islams politiques, chercheuse associée au CADIS, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant, transversal. Et surtout, c'est l'objectif de cette émission, c'est simplement de permettre à la personne de développer ses réponses et en même temps l'élargir sur tous les plans, soit politiques, soit géopolitiques, bien entendu, soit religieux. C'est un éclairage très important qui rentre aussi dans l'éclairage que nous souhaitons apporter à cette influence grandissante des religions à travers le monde et notamment en Europe et le cas de la France qui nous concerne de près, bien sûr, et du Maghreb qui joue un rôle important dans la stabilité de l'Europe. Madame Chili, bien précisément notre auditoire, a écrit un certain nombre d'ouvrages et parmi lesquels j'invite tout le monde bien de le procurer, l'Iran, autopsie du chiisme, en attendant le paradis, édition Le Cerf. Madame Amélie Chili, merci infiniment de cet éclairage. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.